Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Commençons par les titres de cette édition de Télémidi. Grève dans les lycées et collèges aujourd'hui et demain. Le pape Paul VI est arrivé en Australie. Sommet des pays communistes à Berlin-Est dans quelques jours. Les prix littéraires Femina et Médicis décernés aujourd'hui à Paris. Notre invité aujourd'hui, c'est l'écrivain Jacques Delarue. Avec lui, nous allons ouvrir le dossier des massacres d'Oradour-sur-Glane et de Tulle, dont est accusé l'ancien général SS Lammerding. Un autre procès également à notre sommaire aujourd'hui. Notre spécialiste des affaires juridiques, Georges Walter, va vous en parler. Il va partir dans quelques instants pour Montpellier, où s'ouvre ce matin un procès très important. Important parce qu'il pose le problème de la responsabilité médicale. 2 médecins sont en effet au banc des accusés. Julien Sarrazin, le mari d'Albertine, la romancière que vous voyez derrière moi, les rend responsables de la mort de sa femme. Albertine Sarrazin, l'auteur de l'Astragale, c'est un de ses livres. L'Astragale, il y a eu également La Cavale, est décédé en plein succès il y a 3 ans des suites d'une opération, d'une intervention chirurgicale. Les patients ne veulent pas être livrés à des médecins qui n'auraient jamais de compte à rendre. Les médecins qui, après tout, ne sont pas infaillibles, ne veulent pas être traînés en justice après chaque échec. C'est là le centre de ce débat. Le procès de Montpellier aura d'autant plus de retentissement que la victime était célèbre. Nous écoutons Albertine Sarrazin s'entretenir avec Georges Bortoli quelque temps avant sa mort. Je suis une enfant de l'assistance publique et j'ai été adoptée presque à la naissance par un médecin colonel à Alger, qui m'ont élevée jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ensuite, à la suite de... J'étais indisciplinée, envoyée de partout. Enfin, ils m'ont fait boucler en bon pasteur par voie de correction paternelle jusqu'à ce qu'on appelle la 21, c'est-à-dire la majorité. Et c'est là que j'ai commencé à m'évader de ce bon pasteur. Que vous êtes trouvé dedans, dans un enchaînement, en somme. Oui. On peut dire en somme que l'Astragale est un roman d'amour. Un petit roman d'amour, pas comme les autres. C'est essentiellement le fond de ce livre. Un roman d'amour entre une ancienne détenue comme vous et un ancien détenu comme votre mari, dans la vie réelle. Et vos 2 héros vont, en somme, essayer de refaire leur vie ensemble. Refaire la vie, c'est bien difficile quand on est dans la situation où je me trouvais à l'époque. Il n'y a absolument rien dans l'avenir. Oui, il y a la perspective d'être prise et de finir sa peine. Et avec un homme avec qui l'on n'est pas marié, il est absolument impossible de communiquer une fois qu'on est dedans. Alors, l'essentiel, c'est de durer le plus possible, parce qu'au bout, il n'y avait rien. Oui, effectivement, à la fin de l'Astragale, l'héroïne est reprise. Oui. Un peu comme vous avez été reprise vous-même. Oui. Bon, repris. Mais pour vous, en revanche, en réalité, il y a eu une suite. Vous avez retrouvé votre mari, vous vivez avec lui, et ce que vous racontez dans ces 2 livres, c'est bien du passé. Justement, j'ai écrit ces livres pour me libérer tout à fait de ce passé. Je veux que les livres parlent d'eux-mêmes. Je ne veux pas qu'on fasse de la publicité autour de mon passé, autour de mes délits. Mais autour de mes livres, ça très volontiers, puisqu'on leur prête du talent. Mais le passé est mort et je l'ai soudé. Enfin, le cercle est soudé par ces 2 livres. Maintenant, je veux bien écrire encore, mais sur de tout autre sujet, voir d'autres choses et vivre. Je crois que rarement procès s'est ouvert dans un climat aussi passionné. Et je crois aussi que pour cette raison, il faut immédiatement le dépassionner. Et ceci est aussi vrai pour le public que pour les juges, bien entendu. Nous avons évoqué le souvenir d'Albertine Sarrazin. Je crois que maintenant, il faut oublier Albertine Sarrazin et ne plus voir dans cette affaire qu'une malade, que quelqu'un qui a été opéré, ce qui peut arriver à chacun de nous. Et puis, de même, il faut se souvenir que ce n'est pas le corps médical qui est mis en accusation dans cette affaire, ce sont 2 médecins. De quoi les accuse-t-on? C'est-à-dire Julien Sarrazin, premièrement, et là je résume d'une façon très grossière, bien entendu, premièrement d'avoir opéré une malade qui n'était pas en état de l'être, deuxièmement, on les accuse d'un certain nombre de négligences graves, pas de groupage sanguin, on n'a pas fait de transfusion de sang à l'opérer, le matériel de réanimation était insuffisant, pas de défibrillateur, pas d'électrocardiographe dans cette clinique. Les 2 médecins accusés, que disent-ils? Ils protestent de leur innocence, ils disent qu'ils ont été d'une parfaite bonne foi. Alors, la justice, que fait-elle? Elle fait appel à des sommités médicales, notamment les professeurs Baumann et Aboulker. Expertise et contre-expertise vont se succéder pendant 3 ans avant que la Chambre des mises en accusation se décide à renvoyer les 2 médecins devant le tribunal où ils vont comparaître à partir de demain. Je n'ai pas à vous parler des conclusions des experts avant l'ouverture du procès. Sachez seulement
qu'ils estiment que même si toutes les précautions nécessaires avaient été prises, Albertine Sarrazin aurait pu mourir. Ces précautions pouvaient être vaines, elles n'étaient cependant pas à négliger, et tout le procès est là. C'est le procès de la responsabilité médicale. Ce sera sans doute le procès de certaines conditions actuelles de la médecine. Et il est particulièrement intéressant, sinon émouvant, de rappeler que les débats vont se dérouler à Montpellier, c'est-à-dire une ville qui est depuis des siècles un des hauts lieux, et même, je crois qu'on peut le dire, une des gloires de la médecine française. Georges Walter va partir maintenant pour Montpellier, d'où il nous rendra compte de ce procès. Nous le retrouvons au cours de nos prochaines éditions d'Information. L'affaire Lamerding maintenant. Hier, 2000 personnes, des anciens résistants, des anciens déportés, se sont rassemblées à Tulle. Ces 2000 personnes demandaient l'extradition de l'ancien général SS Lamerding, tenu pour responsable des massacres d'Oradour-sur-Glane et de Tulle. Un reportage de notre station régionale de Limoges. Répondant à l'invitation de toutes les associations d'anciens résistants, déportés, anciens combattants du Limousin, de la Dordogne, des Charentes et du Lot, ce sont près de 5000 personnes qui s'étaient rassemblées à Tulle pour demander l'extradition de l'ex-général SS Lamerding. De nombreuses personnalités de la résistance, Pierre Villon, membre cofondateur du Comité national de la résistance, Marie-Madeleine Fourcade, président national du CAR et vice-président de l'Union internationale de la résistance et de la déportation, avaient aussi répondu à l'appel du comité, dont un des coprésidents, M. Lacombe, nous dit pourquoi plus d'un quart de siècle après cette manifestation. Nous savons que depuis un certain temps, l'Allemagne fédérale a à sa tête deux personnalités qui n'ont jamais été compromises par le nazisme. Et nous pensons également que cela peut nous aider. Par ailleurs, la population de Tulle est extrêmement sensibilisée, même 25 ans après, et nous savons parfaitement qu'elle souhaite autant que nous-mêmes que l'ex-général SS Lamerding puisse être livré à la justice française et puisse expier les crimes qu'il a commis dans notre région. Jacques Delarue a publié en 1968 un livre qui s'appelle « Trafic et crimes sous l'occupation ». Un chapitre est consacré à cette affaire de Tulle, un autre au massacre d'Oradour-sur-Glane. Jacques Delarue, tout d'abord, vous venez d'entendre cette personne qui demandait l'extradition du général Lamerding. Pensez-vous que cela soit réaliste? Je pense qu'il y a très peu de chances d'obtenir l'extradition de Lamerding, parce qu'il y a une règle internationale qui est valable en Allemagne comme ailleurs. Aucun pays n'extrade jamais ses ressortissants. Et aussi choquant que ça puisse être, je crois qu'il faut admettre cette règle. Que peut-on demander alors? Ce qui avait déjà été demandé à l'Assemblée nationale par le député maire de Tulle, M. Montala, la mise en jugement de Lamerding devant la justice allemande, comme cela se fait assez couramment pour d'autres criminels de guerre, notamment les Israéliens ont obtenu le jugement de toute une série de gens, et dont certains avaient déjà été condamnés par d'autres pays. Voulez-vous nous rappeler ce qui s'est passé à Tulle? Eh bien, en 1944, le général Lamerding était le commandeur de la 2e division blindée SS Das Reich. Cette division était arrivée au début de 1944 dans la région de Bordeaux. Elle s'était installée au début de mai dans un triangle qui allait de Toulouse à Montauban et à Agen. Et lorsque le débarquement est arrivé, cette division est partie, qui était extrêmement puissante, extrêmement bien armée, qui avait combattu longuement sur le front russe, et montée vers le nord avec la mission de ratisser littéralement toute cette région où l'implantation des maquis était évidemment très importante. Et elle avait déjà, d'ailleurs, bien avant le débarquement, commis toute une série de crimes du même ordre, car Tulle et Oradour ne sont que les sommets numériques d'une longue chaîne d'horreurs qui débute les premiers jours de mai, qui s'achève le 20 juillet, et qui ont couvert quelque chose comme 6 départements, qui vont depuis Argenton-sur-Creuse dans l'Indre jusqu'aux Pyrénées. Et en montant donc en direction du nord, ils ont commis les crimes les plus importants, et en particulier à Tulle, le 9 juin, quand ils ont repris la ville qui avait été prise par les maquis de la région. Ils ont repris la ville le 8 juillet au soir, et le 9 juillet, alors qu'il n'y avait plus un seul combattant et un seul maquisard dans Tulle, on a raflé la population mâle, on a, à la suite de tris successifs, retenu 120 personnes de la façon la plus arbitraire d'ailleurs, des gens qui devaient absolument participer à rien, et on en a finalement pendu, on devait en pendre 120, et on en a pendu 99, les 21 derniers ayant eu la vie sauve grâce à l'intervention d'un prêtre, l'abbé Espinasse. Le général Lamerding a dit qu'il n'était pas à
à Tulle à ce moment-là et qu'il était innocent, que c'était des subordonnés à lui qui Il étaient a d'abord dit responsables. pendant fort longtemps qu'il n'était pas à Tulle. Et puis maintenant, il commence à admettre qu'il est venu à Tulle, mais il prétend qu'il n'a donné aucun ordre et qu'il était déjà reparti lorsque les pendaisons ont eu lieu. Or, j'ai retrouvé tout de même un certain nombre de documents, notamment l'ordre du jour pour la journée du 10, qui est signé par Lamerdigne, Tulle, Hôtel Moderne à midi 15. Deuxièmement, j'ai retrouvé un texte de Lamerdigne qui est du 5 juin et dans lequel il propose au général Kruger, commandant le corps d'armée dont il dépendait, un certain nombre de mesures de représailles contre les maquis, et notamment il dit pour tout Allemand blessé, 3 maquis seront pendus, pour tout Allemand tué, 10 maquis seront pendus. Et cette phrase se retrouve très exactement dans l'affiche placardée sur les murs de Tulle le jour des pendaisons de Tulle. Où est Lamerdigne actuellement? Il est à Düsseldorf, c'est un monsieur prospère et paisible qui ne se cache nullement. Il est propriétaire d'une grosse entreprise de construction et de travaux publics. Les camions circulent dans la ville en portant son nom en grosses lettres et son adresse est dans le bottin du téléphone. Merci. L'actualité scolaire et universitaire maintenant. Rentrée ce matin à Nanterre, après 8 jours de suspension des cours, cette rentrée s'est passée fort calmement. Grève de certains enseignants dans les lycées et collèges aujourd'hui et demain à l'appel du syndicat des professeurs du second degré. Le SNES, c'est son nom, demande la réduction du nombre des élèves dans les classes et l'amélioration des conditions d'enseignement. La Fédération des parents d'élèves de Maître Cornec soutient le SNES dans cette action. Dominique Laurie a demandé à ce sujet à un enseignant: ne croyez-vous pas que toutes ces grèves finissent par devenir impopulaires? Nous espérons être compris des parents d'élèves et d'opinion publique. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les enseignants ont recours à la grève. Ce sont les autorités ministérielles qui nous y contraignent. Nous préférons de beaucoup que ce soit par la voie de la discussion, de la négociation, que des réponses positives soient données à nos demandes. Malheureusement, depuis 1 mois, il y a blocage des discussions, tant du côté du ministre de l'Éducation nationale pour la plupart de nos revendications, que du côté de Monsieur le Premier ministre pour la situation des professeurs techniques et professeurs techniques adjoints, ce qui est assez paradoxal, au moment justement où les autorités ministérielles parlent tellement de la promotion de l'enseignement technique. Nous sommes donc devant une situation où la discussion ne peut faire progresser ce que nous désirons obtenir pour le bien des élèves, et voilà pourquoi ce recours à la grève est maintenant indispensable. Monsieur Olivier Guichard, le ministre de l'Éducation nationale, est d'un tout autre avis. Il conteste les affirmations du SNES. Il a envoyé aux professeurs une note à ce sujet qui donne toute précision relative à ce que monsieur Olivier Guichard appelle les allégations de ce syndicat. Les nouvelles de l'étranger, nous revenons maintenant sur le voyage du pape Paul VI. Le pape est arrivé ce matin en Australie pour une visite de 3 jours. En raison du renversement de l'ordre des saisons, entre l'hémisphère austral et le nôtre, c'est un fort vent de printemps qui souffle sur l'aéroport de Sydney, au moment où le pape Paul VI prend contact avec l'Australie. Les Australiens sont disciplinés, on les a priés de ne pas se rendre en foule à l'aéroport. De fait, ils ne sont que 3 ou 4 000. C'est la première fois que le chef de l'Église catholique va dans cette partie du monde. Le voyage de Paul VI prend d'ailleurs ici un sens plus nettement œcuménique. Terre chrétienne, l'Australie est en majorité protestante ou anglicane. Les catholiques sont 3 millions, c'est-à-dire le quart à peine de la population. La majorité des Australiens pensent sans doute avec le Premier ministre, M. Gorton, que le Saint-Père leur fait un grand honneur. Mais il y a quelques fausses notes. L'archevêque anglican de Sydney, le docteur Marcus Lone, boude la visite pontificale. Il n'ira pas à la messe que célébrera demain le pape en plein air sur le champ de course de Randwick. Tous les autres dignitaires des églises anglicanes, protestantes, baptistes, orthodoxes et catholiques seront présents, ainsi qu'une foule énorme. On attend de 500 000 à 1 million de fidèles. Les Australiens, gens de grand bon sens, ont préparé pour ce plus grand rassemblement de l'histoire d'Australie 1 demi-million de sandwichs et 1 demi-million de canettes de bière, ainsi que quelques tonnes d'autres nourritures terrestres. Le pape passera 3 jours en Australie, qui fut officiellement découverte, entendez par officiellement, on en prit possession, par le capitaine Cook en 1770. Le voyage du pape coïncide avec le 2e centenaire de cette très jeune nation.
Bref, d'autres informations de l'étranger. Les chefs des pays du pacte de Varsovie se réuniront au début du mois de décembre à Berlin-Est. La nouvelle nous vient de Budapest. Le trafic vers Berlin-Ouest n'est plus perturbé par les Allemands de l'Est depuis ce matin. Les autoroutes avaient été plus ou moins barrées depuis samedi. Le général Moshe Dayan se prononce pour une reprise inconditionnelle de la négociation Yarim. Autre actualité, nous revenons en France, l'actualité littéraire. 2 prix sont décernés aujourd'hui, le Médicis et le Féminin. On devrait même dire 3, puisqu'il y a 2 prix Médicis qui sont décernés maintenant. C'est Jean-Michel Dejeune qui attend le verdict du jury. Je crois que le jury vient de se prononcer à l'instant. Le jury vient effectivement de se prononcer à l'instant en ce qui concerne le féminin. Au premier tour, c'est M. François Nourricier avec La Crève qui vient d'être proclamé lauréat. Je pense d'ailleurs que nous allons pouvoir écouter ce qui a été dit il y a quelques minutes à la porte de la salle à manger où on a proclamé ces résultats. Voyons pas. Il y a peut-être un problème technique à régler. Allô ? Je crois qu'on ne nous entend pas, on n'a pas entendu tout à l'heure le résultat. Oui, c'est ça. Oui, nous avons un problème. Ah, voici Jean-Michel Dejeune. Bien, effectivement, c'est le deuxième grand moment de la saison littéraire ici. Il y a beaucoup le prix féminin. Le prix féminin 1970 a été décerné au premier tour par 8 voix à M. François Nourricier pour son roman La Crève, contre 1 voix pour le roman d'Anne Hébert Kamouraska, 1 voix pour le roman de Bernard Ponty, Le Séquestre, et 1 voix pour le roman de Claude Mourtet, La Caméra. Voilà, Étienne Laloux. Déjà un résultat, celui du féminin, nous aurons peut-être celui du Médicis tout à l'heure. Que peut-on dire du roman de François Nourricier, La Crève? C'était vraiment le grand favori. C'était le très grand favori. Il faut dire qu'on pouvait craindre jusqu'à la dernière seconde, en tout cas pour lui, puisque ce n'est pas la première fois que François Nourricier est favori d'un prix. Il l'a été et du Goncourt et du Renaudot, et il ne l'avait pas. Au dernier moment, il se passait des choses. Là, il l'a, et je crois que c'est un bon prix. D'ailleurs, cette année, les prix sont allés tous à des bons livres. Ce qu'on peut peut-être discuter, c'est le principe de consacrer des écrivains au lieu d'en découvrir, puisqu'il se trouve que finalement, tous ces auteurs sont des auteurs connus, tous, y compris Tournier qui avait eu le Grand Prix de l'Académie 3 ans plus tôt, Frostier, critique littéraire connu, Nourricier qui n'en est pas à son premier livre. Enfin, tout ça fait qu'on assiste au fond à un phénomène curieux qui a l'air petit à petit de vouloir remplacer ce qu'on appelle l'édition d'État dans les pays de l'Est, c'est-à-dire que par suite d'initiatives privées qui sont les prix, on en arrive quand même à signaler au public les auteurs qui sont des vrais écrivains professionnels. Nous sommes vraiment dans les 4 cas des grands prix de cette année devant des écrivains professionnels. Et pour les écrivains qui ne sont pas professionnels, pour les jeunes, que reste-t-il? Ben justement, c'est la question qu'on peut se poser. Il ne reste vraiment pas grand-chose pour les jeunes. On ne nous a pas annoncé qu'il y a eu le Médicis, peut-être que c'est enfin un jeune. Je dois dire quand même que le livre de Nourricier est un très bon livre, un livre que personnellement j'ai beaucoup aimé, qui est un livre de véritable écrivain, quoi qu'on puisse penser de la matière un peu grise, comme il la veut lui-même, un peu déprimante de ses livres. Quel en est le sujet? Le sujet, c'est l'histoire d'un homme de 45 ans qui en a assez de sa vie, qui décide en une journée de quitter la vie bourgeoise et réussie qu'il a, et ça c'est les apparences, pour aller rejoindre en Suisse une maîtresse que d'ailleurs il n'aime pas tellement, mais simplement qui sera autre chose. Et tout laisse supposer, bien que ce ne soit pas dit, qu'il se tue en route avant d'y arriver. Vous voyez que c'est comme d'habitude dans le livre de Nourricier, un livre pas très gai, mais vraiment sauvé d'un bout à l'autre par vraiment un brillant extraordinaire de l'écriture. Je vous remercie. Restez là parce que nous allons peut-être avoir le résultat du Médicis dans un instant. En attendant, nous passons à la rubrique sportive avec Jean-Michel Lelio. Et je crois, Jean-Michel, que nous allons revenir sur le match de rugby d'hier. Oui, il faut dire que ce match ne laissera pas un très grand souvenir dans les mémoires de ceux qui ont regardé soit le match à la télévision, soit qui s'étaient déplacés là-bas à Bucarest. En tout cas, il est bon de montrer quand même cet essai français. Ça a été le seul essai de la partie. Rappelons que la France a gagné par 14-3. Et l'essai a été marqué à la 77e minute. C'est-à-dire que c'était tout juste. On menait déjà par 6-3 à la marque. Mais il a fallu cet essai pour concrétiser notre avantage. C'est Pébert qui a donné Bénécis talonné. Doga est parti, qui va passer à Viard. Et Viard va repasser à gauche là-bas entre les poteaux à Pébert qui marque un essai facilement transformable, ce qui amènera la France à mener par 11-3.
3. Il y aura ensuite une pénalité qui permettra d'obtenir à la 80e minute le score de 14-3. Donc pas de grand souvenir. On se demande évidemment si la France a trouvé son allure de croisière pour le tournoi des 5 nations au mois de janvier. On rencontrera d'abord l'Écosse, je crois, et il faudrait peut-être apporter quelques modifications. Mais n'oublions pas que les Roumains sont des garçons très difficiles à jouer. Là, une chose qui m'étonne dans le rugby, c'est qu'on dit que les Roumains ont une merveilleuse condition physique, et on se demande pourquoi les Français aussi n'ont pas peut-être cette merveilleuse condition physique des Roumains. Walter Dega et Spanghero devaient d'ailleurs venir nous rendre visite, mais ils sont partis en train directement vers leur club, car là-bas ils ont d'autres fonctions. Ce sont des amateurs, ne l'oublions pas, qui les attendent. Nous allons parler du jumping aussi à Limoges. Il y avait 2 épreuves, vous en avez une hier soir sur vos écrans. La deuxième se déroulait à partir de 20h30. C'était le prix de la ville de Limoges avec les meilleurs cavaliers du monde, ce que nous verrons d'ailleurs à Munich. Surprise lors de la seconde soirée du jumping de Limoges. Sur un parcours fort bien dosé par Claude Salmon, si les 6 meilleurs chevaux français restaient aux prises lors du barrage avec bien sûr Nelson Pessoa, le Brésilien jusqu'alors souverain allait faire une faute, vous l'avez vu, qui le privait de la victoire finale. Jonker d'Oriola sur un Morning Light fautif n'avait pu accéder quant à lui à l'ultime épreuve. Philippe Jouy sur Prélude de Postra avait commis 2 fautes et seul Janou Lefebvre, actuellement sur Troubadour puis sur Romsdal, traçait des parcours impeccables en 33 secondes. Toutefois, l'actuel champion de France, Marcel Rosier, avec Covadis B, réussissait 32 secondes 2 dixièmes, arrachant la seconde place et faisant pendant longtemps figure de vainqueur. Mais le meilleur de cette soirée, suivi par plusieurs milliers de spectateurs, fut Bernard Geneste, qui, en selle sur Odéon K, un fils de Furioso, réussit le temps exceptionnel de 31 secondes. Le champion de France 1968 avait pris tous les risques et s'adjugeait ainsi une magnifique victoire. Pour vous présenter le reportage qui suit, il est inutile de vous rappeler ce qu'a été la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Il faut seulement en rappeler un aspect tout à fait particulier. En effet, dans le triangle formé par les villes de Bapaume, d'Albert et de Péronne, il est tombé pendant les grandes offensives de la Somme 7 tonnes de ferraille au mètre carré. C'est tellement vrai que beaucoup de gens gagnent encore leur vie en ramassant cette ferraille. C'est l'objet du reportage de Louis Doucet. Où est-ce que vous trouvez tout ça, monsieur? Eh bien, ça se trouve dans les champs. Oui. Et puis, un peu partout, ça veut dire tout partout. Quand on défriche un pré, par exemple, l'année dernière, on a remis un pré en pâture, une grande pâture d'une dizaine d'hectares. Eh bien, on a retrouvé une vingtaine de 150, 210, 220. D'ailleurs, on en a ramassé 3-4 tonnes. Vous récupérez la ferraille depuis combien de temps, monsieur Turquet? Ah, ben depuis après la guerre 14. Hein. Depuis plus de 50 ans. Ah, à peu près. Oh! Jette tes têtes mains pour lui montrer. Voilà. On a chargé une camionnette hier, puis une camionnette ce matin. Après, on s'en va dans un autre secteur, etc., etc. Ça s'en va dans l'Est par wagon. Oui. Chez le Vendel. Vous faites des wagons complets encore de ferraille? Oui, oui. Et ça, qu'est-ce que c'est, monsieur Turquet? Ça, c'est un vieux Pierce Sarove. Qu'est-ce que c'est, un Pierce? Un Pierce, c'est un camion américain qui provient de la guerre 14. Encore? Oui. Et puis alors, c'est au moment des labours. Oui. Voyez-vous, qu'on fait... Là, c'est la période où on fait le... Les betteraves, là. Oui, etc. Puis la moisson, tout ça. Alors, il n'y a qu'au labour que ça donne... Mais c'est fou ce qu'il y a là-dedans encore. Ah ouais.
Par ici, c'est triste. Il y en a encore tout partout. Mais vous en cherchez beaucoup? Presque tous les jours. Et vous gagnez votre vie? On gagne nos vies, ouais. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Les sondes. Ça me plaît beaucoup même. Oui? Oui. Comment ça? Ben, c'est parce que je trouve... c'est agréable de faire des trouvailles tout partout. Et quel genre de trouvailles? Ben, des douilles, du cuivre, des cartouches, de tout. Tout ce qu'il y a. C'est tout ce que vous trouvez? Ben, de tout. Il y a des morts, il y a de tout. Ça a l'air de vous passionner, ça, encore. C'est-à-dire, oui, c'est une passion. Mais beaucoup de gens dans tous ces pays cherchent encore de la ferraille aussi. Ah oui? Oui, ils sortent, les gosses, tous, des femmes, ils cherchent du cuivre, du plomb. Quand ils ont un moment, ils s'en vont dans le champ et puis ils ramassent un peu de plomb. Et ça leur plaît. Vous en ramassez beaucoup? Ouais, 12-13 kilos par après-midi. Il vous arrive d'en ramasser 10 kilos dans votre après-midi? Oui. Mais vous faites de l'argent avec ça? Bah oui, un peu. Puis on s'achète aussi des morceaux de cuivre. Oui. Ça dépend. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Moi, comme je collectionne les timbres, j'achète un petit peu de timbres, puis j'en place aussi un petit peu sur la caisse d'épargne. Et toi, le grand, là? Moi, j'achète des habits, puis je garde un peu d'argent pour les fêtes. Destination que les fabricants d'obus n'avaient certainement pas prévue, mais qui est, à mon avis, beaucoup plus naturelle. Michel Dardieu à la Bourse, quel est le cours des métaux précieux? Eh bien, je n'ai pas regardé les cours des métaux, mais à l'heure actuelle, il est probable que ces enfants auraient plus de chance en spéculant sur les métaux précisément que sur les actions. Parce que le marché de Paris reste extrêmement morose, il y a peu d'échanges et peu d'écarts. La bourse de Paris est immobile et je dois dire que les professionnels sont un peu déçus parce que Wall Street avait bien fini la semaine dernière et comme Paris suit généralement Wall Street à la baisse, on espérait qu'il le suivrait à la hausse. Eh bien, ce n'est pas le cas. Mais il est difficile de dire si les Américains ont racheté à Wall Street parce qu'ils sont de nouveau optimistes ou au contraire s'ils achètent parce que les financiers commencent à s'inquiéter réellement de la santé du dollar. Vous savez, les banquiers américains, quand ils discutent avec des Français, ont souvent tendance à dire « Wall Street, c'est notre Suisse à nous ». Ce qui signifie que lorsque les Américains ont des inquiétudes sur leur monnaie, eh bien, ils préfèrent acheter une action de la General Motors ou d'IBM, malgré les hausses de salaire, plutôt que de conserver des dollars. Or, pour l'instant, eh bien, il faut bien dire que les informations sur le dollar ne sont pas très bonnes. Pendant le mois d'octobre, les réserves de devises des États-Unis ont baissé une fois de plus, c'est le 4e mois de suite, et elles ont diminué de 407 millions de dollars. Autrement dit, les réserves de dollars de la Banque centrale des États-Unis continuent de baisser alors que les stocks de dollars détenus par les banques étrangères, eux, continuent d'augmenter. Je crois qu'il y a un petit problème, on n'arrive plus à avoir... Si, voilà. Voilà les cours des actions, vous voyez quelques valeurs allemandes. Les allemandes sont mieux orientées que le reste des valeurs cotées à Paris. Je vous disais donc que les stocks de la Banque centrale américaine de devises baissent alors que les devises détenues par les banques étrangères augmentent très sensiblement. Et à l'heure actuelle, on compte que les banques étrangères détiennent 16,6 milliards de dollars, alors que le stock d'or des États-Unis est de l'ordre de 11 milliards de dollars. Ce qui signifie que la convertibilité du dollar en or est de plus en plus théorique. D'autre part, le Bureau de la Réserve fédérale a annoncé que le taux d'accroissement de la masse monétaire était pour les 10 premiers mois de 1970 de l'ordre de 5,5%. Or, c'était la progression maximum que voulait accepter la Réserve fédérale pour l'année 70. Donc, là encore, des poussées inflationnistes plus fortes que prévues. Mais les Américains ne sont pas les seuls à s'interroger sur leur inflation. En Allemagne, où la situation est pourtant bien meilleure, eh bien, là aussi, les autorités monétaires se divisent entre les partisans d'une relance des affaires et ceux qui préféreraient le risque d'un ralentissement plus sévère pour mieux défendre la monnaie. Le même débat, bien sûr, existe en France, où la situation est beaucoup moins grave qu'aux États-Unis, mais où les prix augmentent plus vite qu'en Allemagne, sans que les experts français réussissent à se mettre d'accord sur l'analyse de la conjoncture elle-même. Ils se jettent à la tête des chiffres différents. Dans l'automobile, les ventes de novembre semblent avoir été meilleures que celles d'octobre, mais les grands magasins continuent de se plaindre, notamment de l'évolution des ventes dans l'électroménager. Le chômage en France a tendance à s'accroître légèrement et la plupart des observateurs pensent que cette progression du chômage risque de continuer dans les mois qui vont venir. Mais toute relance de l'expansion, bien sûr, risquerait de déséquilibrer un peu plus la balance commerciale, ce qui explique la prudence du gouvernement.
Ce sont toujours ces contradictions économiques qui font que l'équilibre est si difficile à atteindre. Et M. Bloch-Lenné a apporté ce matin, dans une interview accordée à notre confrère Les Informations économiques et commerciales, un début d'aide pour tous ceux qui se cassent la tête pour chercher comment éviter le dilemme entre l'inflation et la récession. Et le président du Crédit Lyonnais explique que c'est faute d'investir suffisamment que l'on constate généralement des phénomènes d'inflation. Pour M. Bloch-Lenné, le vrai débat se tient dans toutes les économies, qu'elles soient capitalistes ou socialistes, entre les partisans du présent, ceux qui veulent consommer tout de suite, et les partisans de l'investissement. Pour M. Bloch-Lenné, le combat se livre entre les consommateurs cigales et les technocrates fourmis. Et c'est précisément parce que les premiers ont tendance à trop consommer qu'on ne peut pas investir assez et qu'il naît des tensions inflationnistes. Voilà en tout cas l'avis de M. Bloch-Lenné. Ici, la Bourse de Paris, à vous Bernard Volcker. Merci. Nous repassons à la littérature puisque nous venons de connaître le résultat du Médicis. Oui, le Médicis qui présentait d'abord cette année une nouveauté, une originalité, puisqu'il a été décerné à 2 livres pour la première fois. À partir de cette année, ce sera d'ailleurs toujours le cas, un livre français, un livre étranger. Le français a été le grand favori, qui était Camille Bourniquel, pour Célinonte ou La Chambre impériale. C'était attendu. Ce qui n'était pas attendu, c'est qu'il mette tellement de temps à se décider. Le livre de Camille Bourniquel, qui est un bon livre, et qui, lui aussi, comme nous le disions tout à l'heure, est une confirmation. C'est un vieux routier, et beaucoup plus qu'un jeune. Le livre de Bourniquel est quand même un bon livre. Il est publié aux éditions du Seuil. Quant au roman étranger, c'est Le Sceau de la mort de l'écrivain italien Malerba chez Grasset. Que peut-on dire de l'auteur du Médicis? Et on peut dire que c'est vraiment un très bon écrivain qui avait déjà frôlé le Renaudot il y a quelques années avec Le Lac, qui était un beau roman. Celui-ci est un roman plus difficile, plus complexe, mais c'est aussi un très bon livre. Vraiment, je vous dis, de plus en plus, on a l'air de remplacer les éditions d'État par les prix littéraires. Une très bonne saison, somme toute.